Quiconque livrera Dumouriez mort ou vif aura bien mérité de la patrie. Carnot à la Convention, le 6 avril 1793. « 2000 ans d'histoire. Jamais dans l'histoire de la Révolution française, un homme ne sera tombé aussi vite, d'aussi haut et aussi bas que le général Dumouriez. Entre sa victoire de Valmy le 20 septembre 1792 et le jour où il est passé à l'ennemi le 5 avril 1793, il aura fallu moins de 7 mois pour faire de ce héros un traître dont la tête était demandée par Carnot à la tribune de la Convention. Encore inconnu quand Louis XVI l'avait nommé ministre des Affaires étrangères à l'âge de 53 ans, Dumouriez était devenu très vite le plus populaire des généraux de la Révolution lorsque, le 20 avril 1792, le roi de France avait engagé la France dans une guerre qui allait durer plus de 20 ans. Mais personne ce jour-là ne savait qu'elle serait aussi longue, que Louis XVI y perdrait sa tête et Dumouriez son honneur de soldat. Messieurs, le roi, Monsieur Servan, Monsieur Clavière, Monsieur Dumouriez, Monsieur Roland. Messieurs, vous connaissez le résultat des négociations que j'ai engagées avec la cour de Vienne. Comme c'était mon devoir, j'ai fait de mon mieux pour maintenir la paix. Mais j'en suis arrivé aujourd'hui, et ce, conformément à la Constitution, à proposer à l'Assemblée nationale la guerre. Jean-Pierre Bois, bonjour. Bonjour. Alors c'était Louis XVI déclarant la guerre à l'Autriche le 20 avril 1792, une date capitale dans l'histoire de la France, puisque la guerre allait y provoquer, on le sait, la chute de la monarchie, la proclamation de la République, et puis la gloire de quelques généraux encore inconnus, mais qui deviendront célèbres sous la Révolution et l'Empire. Et parmi eux, donc, l'artisan des 2 premières victoires de la République française, Valmy et Jemmapes, le général Dumouriez, auquel vous venez de consacrer un beau livre, une belle biographie chez Perrin. Alors, quand la guerre est déclarée par le roi, Dumouriez d'ailleurs la voulait lui aussi, il a déjà, Dumouriez, plus de 50 ans, ce qui est un âge avancé pour l'époque, et il a déjà une longue carrière militaire derrière lui. Il a 52 ans, ce qui est pour lui la fin de sa vie. Il a une longue carrière qui n'est pas entièrement militaire. Il est militaire depuis la guerre de 7 ans. Il a en même temps été employé au secret du roi. Il s'est donc livré à des missions diplomatiques qui étaient parallèles à la diplomatie officielle. Et puis il a surtout sa carrière, si l'on peut dire, de gouverneur, de commandant du port de Cherbourg. Bon. Et il est l'un des acteurs, pas le seul, il faut le reconnaître, de la construction du port de Cherbourg. Ce qui est un événement important dans sa vie parce que ça lui permet d'abord, le jour où Louis XVI visite Cherbourg, d'être aux côtés de Louis XVI pendant toute la journée du 23 juin. C'est l'apogée peut-être de l'existence de Dumouriez, de petite noblesse. Ça lui permet de connaître le roi, ça servira en 92, et puis en même temps ça lui permet en 88 de devenir maréchal de camp. C'est un grade le plus élevé auquel il pouvait prétendre, étant donné sa naissance dans le contexte de l'Ancien Régime. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, quand on était de petite noblesse ou pas noble du tout, eh bien l'avancement, évidemment, était contrarié dans l'armée. Alors c'est peut-être une raison, parce que c'est un ambitieux, Dumouriez, Jean-Pierre Bois, vous le montrez bien, pour laquelle il adhère à la Révolution quand elle se déclenche en 1789. Il y entre plutôt dans le camp des modérés. Il n'est pas pour la République, il est pour une monarchie constitutionnelle, disons. Il est proche de gens comme Mirabeau, comme Lafayette ou comme le duc d'Orléans. Il est comme beaucoup de représentants de la noblesse à l'époque qui, à une petite naissance, associe pourtant du talent, car il a du talent, mais peu de fortune. Il est l'un de ceux qui voient dans la Révolution l'opportunité. Effectivement, c'est peut-être de l'ambition, mais c'est pas un défaut d'être ambitieux. C'est une qualité quand on a les qualités qui permettent d'avoir cette ambition. Et c'est pour lui une occasion de relancer une carrière qui était arrivée vraiment au plus haut où il pouvait espérer arriver. Alors il relance sa carrière, comme la plus grande partie des nobles, oui, dans le camp des libéraux modérés.
Ce n'est pas un extrémiste, c'est un homme de l'Ancien Régime, c'est un monarchiste. Proche des Girondins, d'ailleurs, auquel il doit son entrée au gouvernement de Louis XVI, qui est encore roi en 1792, dont il devient ministre des Affaires étrangères. Il souhaite la guerre, on l'a entendu, Louis XVI la déclare à l'Autriche, et alors là, tout de suite, ce ministre se sent un peu à l'étroit, dans les lambris de son ministère, et il retrouve l'envie de se battre, il part comme général commandant, je crois, en chef de l'armée du Nord, c'est ça, Jean-Pierre Bois? Commandant-chef de l'armée du Nord, c'est lui-même qui s'est nommé commandant-chef de l'armée du Nord, comme ça il a le poste qu'il voulait. Ah oui, il était ministre de la guerre, des Affaires étrangères puis de la guerre, il se nomme chef Mais de l'armée il du ne faut Nord. pas négliger l'importance dans sa vie et dans l'histoire de la Révolution de son passage au ministère des Affaires étrangères. Vous l'avez rappelé, il est aux côtés de Louis XVI au moment de la déclaration de guerre. C'est lui qui a préparé le dossier. Et au moment de la déclaration de guerre et pendant les mois qui suivent, il va être l'artisan d'une gigantesque politique de mise en place autour de la France et du couple qui va se battre, France-Autriche, mise en place d'un réseau de neutralité que la politique et la dérive, disons, de la Révolution à partir de juin va faire éclater. Et alors que la guerre se tourne très mal, au début, il faut le rappeler, au début en 92, en mars, avril, mai, juin 92, l'armée française est battue partout. Le duc de Brunswick, qui dirige les armées des coalisés contre la France, menace d'un manifeste d'anéantir Paris, ce qui va provoquer la chute de la monarchie, l'arrestation de Louis XVI, et Dumouriez est le premier général français à offrir une victoire à la Révolution en battant l'Allemand Brunswick à Valmy le 20 septembre 1792. À mon commandement! Feu! Schauen Sie mal zur linken Flanke runter! Longue vie à la nation! Longue vie à la France! Officiers et soldats, grâce à vous, le moulin de Valmy est entré dans l'immortalité. Ce qui importe maintenant, c'est d'attaquer les Pays-Bas autrichiens. Et c'était Dumouriez à Valmy le 20 septembre 1792, qui n'a pas été, alors que tout le monde en France a entendu parler de cette bataille, ça n'a pas été une grande bataille, mais beaucoup plus symbolique au fond qu'une victoire militaire, Jean-Pierre Bois. C'est une très grande bataille par son effet sur le cours de la Révolution. Ce n'est pas une vraie bataille sur le plan purement militaire. Il a suffi de quelques coups de canon, une canonnade, je ne sais plus qui disait, pour que Brunswick, beaucoup de coups de canon. C'est une canonnade, Valmy. Les récits qu'on en a rapportent la canonnade. Et les Prussiens qui montent à l'attaque à Valmy s'arrêtent à la limite de portée des boulets de canon. La ligne d'infanterie prussienne, ils sont pas fous, ils n'ont pas envie d'être décimés à coups de canon. C'est une bataille qui n'est pas très importante sur le plan purement du combat, disons purement tactique. En revanche, il ne faut pas négliger, c'est là que c'est bien une victoire de Dumouriez. Beaucoup plus que de Kellermann. On parle toujours de Kellermann, oui. Je crois que c'est tous les historiens, parce que Dumouriez est devenu un personnage un peu maudit ensuite pour les historiens français. On insiste sur Kellermann qui était sous les ordres de Dumouriez à Valmy. Kellermann est sous les ordres de Dumouriez, mais il est au pied du moulin. Oui. Bon, pour l'image, c'est Kellermann. Mais c'est Dumouriez qui a combiné le mouvement stratégique, c'est de la stratégie, qui a permis de prendre l'armée prussienne, celle du duc de Brunswick, sur ses revers, l'obliger à faire demi-tour pour attaquer une bataille qu'on appelle à front renversé. C'est lui qui a fait le mouvement. Et à partir de ce moment-là, il a une supériorité sur son ennemi, le Prussien. Vous savez, à la guerre, quand il y a bataille, il faut attaquer quand on espère être plus fort. Et là, Dumouriez, c'est par la position qu'il a réussi à donner aux deux armées, l'une par rapport à l'autre, qu'il a une supériorité. Et puis Dumouriez est à la tête d'une armée nouvelle, avec des noms qui sont à l'époque totalement inconnus encore, alors que ce sont des généraux et des maréchaux même d'Empire plus tard. Sous les ordres de Dumouriez à Valmy, il y a Jourdan, il y a Lecourbe, il y a Oudinot, Soult, Lannes, Masséna, Berthier, Dessay, MacDonald. C'est extraordinaire. Et ils sont tous sous les ordres de cet homme qui est sans doute, à l'époque, le général Dumouriez, le plus populaire de France. Dans une guerre des hommes nouveaux, pour une guerre très nouvelle. On l'a entendu, la phrase est célèbre, on l'a entendu dans cet extrait de film, on crie « Vive la nation », ce qui ne s'est jamais produit dans aucune guerre de l'Ancien Régime. Oui, j'ajoute un tout petit peu des hommes nouveaux qui ne sont pas de la même génération que Dumouriez. Dumouriez est plus âgé que tous ces gens-là. Il a 52 ans, 53 ans, eux, ils ont 30 ans. C'est pourquoi ils sont encore à des petits grades. Lieutenant, capitaine, vous avez cité MacDonald, qui sera l'un des amis de Dumouriez, il est à un petit grade à cette bataille. Dumouriez, lui, est en fin de carrière, il est donc le général en chef.
C'est une guerre nouvelle, oui, parce que parmi les soldats, il y a déjà ces volontaires qui n'ont pas appris la guerre, qui ne savent pas la faire, qui ont comme arme essentielle leur conviction et leur fureur. Beaucoup plus que de savoir manier le fusil ou le sabre, mais ils n'ont quasiment pas eu à le manier. Valmy, c'est une canonnade. Il y avait aussi quelqu'un que vous citez, dont on oublie qu'il était à Valmy, c'est Goethe, qui disait « De ce jour et de ce lieu date une nouvelle époque dans l'histoire du monde, et vous pourrez dire j'y étais ». Alors Goethe y était, c'est une guerre nouvelle, une guerre populaire, enfin pour ce qui concerne l'armée française, c'est pas une grande victoire, il y en a une beaucoup plus importante, dont on parle beaucoup moins, qui est aussi une victoire de Dumouriez, c'est un peu plus tard, 2 mois plus tard, Jemmapes, en Belgique. Du point de vue militaire, Jemmapes est une vraie victoire, une grande victoire contre les Autrichiens, remportée contre les Autrichiens. C'est aussi une victoire qui est plus importante peut-être que Valmy pour la ville du Dumouriez, dans le sens où, après Jemmapes, il devient ce général vainqueur que la Convention prend en grippe tout de suite. La Convention se méfie du césarisme des généraux. Et après Jemmapes, donc on va dire dans la première quinzaine de novembre, il y a déjà un début de rupture. D'autant qu'il rentre en Belgique, il se dirige vers les Pays-Bas, et au fond c'est un conquérant, et pourtant lui, contrairement à ce que veulent les révolutionnaires parisiens, lui ne veut pas occuper définitivement, ni même annexer la Belgique et les Pays-Bas, il veut les libérer. Premier point de friction, vous le rappelez Jean-Pierre Bois, avec la Convention. Il y en aura un deuxième, c'est lorsque celle-ci, après avoir arrêté Louis XVI, le passe devant un tribunal, un procès de Louis XVI, que Dumouriez essaye de différer en se rendant à Paris en janvier 1793. Moi, général Dumouriez, ma tâche est de rendre aux armées tous les services que je pourrais, et l'un d'eux est de différer ce procès. Une condamnation aurait le même effet sur les pays voisins que le manifeste de Brunswick a eu sur nos compatriotes. Il ne faut pas effrayer l'Europe, mais mettre les peuples de notre côté, les gagner par la douceur, et non pas nous les aliéner par la terreur. C'est pourquoi je suis revenu ce mois-ci à Paris. Entrez. Hélas, oui. Majorité de voix pour la mort. 361 voix pour, 360 contre. Nous serons forcés, malgré nous, d'aller chercher asile chez l'ennemi. Vous consentiriez à trahir la France? Quelle France? Celle d'un ramassine ambitieux de scélérats? Monsieur Pétain avait promis d'être fidèle à son pays. Monsieur Pétain avait promis d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, ne faisons pas de quartier. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son des canons. Vous semblez dire dans votre livre, Jean-Pierre Bois, que, au fond, c'est un peu ce qu'on appellera plus tard la trahison de Dumouriez, date peut-être de ce moment où, vraiment, là, il considère qu'il ne fallait pas condamner à mort Louis XVI. Là, je viens d'employer un autre mot, si vous le permettez, j'ai employé le mot rupture avec la Convention. Oui. Et derrière la rupture, il y a le procès de Louis XVI, il y a la dérive de la guerre, qui devient une guerre de conquête, qui est menée... Ce qu'il ne veut pas. Ce qu'il ne veut pas. Il voulait une guerre de libération, vous l'avez dit. Et cette guerre de conquête est menée par les commissaires de la Convention, qui en plus exploitent le pays, et se livrent à des malversations pures et simples. Et il y a aussi l'avenir on va dire, de l'idée modérée ou libérale qui était celle de Dumouriez quand il était ministre en 92 et qui pouvait être incarnée par la Constitution mise en place par l'Assemblée constituante. Et c'est l'ensemble qui forme un projet sur lequel il y a rupture. À partir du moment où il y a rupture, il faut que quelqu'un prenne en charge les destinées, disons l'avenir. Soit c'est la Convention, soit ça peut être un général. Et la Convention qui se méfie de lui, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est vrai que dans ces périodes-là, c'était le cas déjà sous Jules César, ce sera plus tard le cas avec Bonaparte, on se méfie des généraux vainqueurs, on les envoie dans une guerre, mais évidemment, ils en tirent une telle gloire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et déjà, début 93, la Convention se méfie beaucoup de Dumouriez. Oui, là, c'est tout à fait exact. Le général, dans son armée, quand il est vainqueur, a un pouvoir extraordinaire. Il a avec lui les hommes qui lui permettront d'agir éventuellement politiquement. Le soutien immédiat. Il y a un lien entre le général et l'armée qui est extrêmement fort.
Oui, c'est du Jules César, bien sûr. Et puis alors, on sent bien aussi, en vous lisant, que Dumouriez est furieux, parce que si ces soldats pillent la Belgique qu'ils étaient chargés de libérer, c'est pas tellement de sa faute, c'est parce que la Convention lui refuse, au fond, les moyens de les entretenir, et ils font comme toutes les armées en campagne, ils se servent sur l'habitant. C'est aussi peut-être que Dumouriez ne connaît pas bien tous ses soldats. Parmi ces soldats, il y a des volontaires qui ne sont pas des militaires de formation, qui sont des patriotes dont les objectifs, dont l'engagement, disons, est purement politique, sauver une république dont ils croient qu'elle est en danger. Mais ces gens-là qui n'ont pas de formation militaire n'ont pas plus de formation politique en réalité. Et pour dire les choses sous une autre forme, ce sont des brutes. Et puis alors ils suivent leur général, ils suivent Dumouriez parce que c'est un général vainqueur, à Valmy parce qu'il a remporté la bataille de Jemmapes. En revanche, en mars 1793, il subit son premier revers, c'est au nord de Liège, je crois, à Neerwinden. Première défaite, grande défaite de la Révolution, évidemment, et l'histoire de l'étoile de Dumouriez pâlit tout de suite, Jean-Pierre Boisse, avec cette défaite de Neerwinden, devant je crois que c'était le Frédéric de Saxe-Cobourg. Oui, tout son projet est renversé ce jour-là. Et à ce moment-là, je crois Dumouriez perd pied. Il perd pied, il commence à commettre un certain nombre d'erreurs. Mais que moi je tente d'expliquer par la particularité des circonstances dans lesquelles on se trouve. Il est attaqué non seulement par les Autrichiens, à Neerwinden, mais il est attaqué par la Convention. Et puis, avant Neerwinden, il a prévenu la Convention, en écrivant une lettre, la lettre du 12 mars au président de la Convention, où il dit au président de la Convention, à l'époque c'est Brard, il dit « Votre assemblée, c'est un ramassis de 300 fous et de 400 scélérats ». La Convention a pris maintenant un aspect tyrannique qui devient insupportable. Il faudra mettre fin à certaines exagérations scandaleuses. Général, il y a ici une estafette arrivée à Franc-Étrier de Paris et qui vous apporte un message. Il est ordonné au général Dumouriez de paraître à la barre de la Convention pour donner des explications sur son comportement. Ce que je veux maintenant, c'est marcher sur Paris avec l'appui de l'Empire, car la situation est devenue par trop intolérable. Je vais m'emparer de Lille, de Valenciennes et de Condé. Et je laisserai cette dernière place en gage au prince de Cobourg. Et c'était Dumouriez, le 30 mars 1793, décidant de marcher sur Paris, refusant de se rendre à la Convention qui lui demande des comptes. Il va même livrer d'ailleurs les émissaires de la Convention aux Autrichiens et il décide de marcher sur Paris. Alors là, c'est un coup d'État. Ou est-ce que c'est une trahison? Ou les deux en même temps, Jean-Pierre Bois? Parce que j'emploie le mot trahison depuis le début, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec le mot. Oui, je dirais c'est une tentative de coup d'État, c'est un coup de force. Mais un coup de force engagé dans de mauvaises conditions. Il est engagé trop tôt et à découvert. Dumouriez a indiqué ses intentions. Il envoie Bernonville, Camus, etc. Bernonville, c'était le ministre de la guerre, son successeur à la guerre. Qui était venu accompagner la délégation qui vient l'arrêter. Enfin, lui demander de s'expliquer à la Convention. Il les envoie aux Autrichiens avant d'être sûr de pouvoir compter sur son armée pour marcher sur Paris. Voyez. Alors là, il y a une sorte d'erreur tactique dans la tactique du coup d'État. Il y a d'autres erreurs, c'est d'avoir cru qu'il pouvait faire son coup d'État ou tenter son coup de force. Il a cru qu'il pourrait marcher sur la Convention, mais il vient d'être vaincu. Un général ne peut pas compter sur une armée qui vient d'être vaincue. Elle n'a plus confiance dans le général. Alors, il laisse transparaître ses projets, il les mène de manière maladroite, il ne peut pas obtenir le soutien sur lequel il compte. En plus, il tergiverse, il perd du temps. Au lieu de marcher sur la Convention dès le 19 mars, il a attendu le 3 ou le 4 avril. Et pendant ce temps, la Convention s'est ressaisie. Il lui a envoyé des délégations, celle de Bernonville, qui est la seconde. Il y en a eu une autre avant. Danton est venu voir Dumouriez. Et ils se connaissent, ce sont des amis, Danton et Dumouriez. Ils ont discuté à Tournai. Et puis Danton n'a pas pu convaincre Dumouriez parce que il y a un autre événement qui joue dans ce contexte difficile. C'est... On prédit jamais l'avenir, mais là, à très court terme, on peut être sûr de ce qui va se passer. Dumouriez le sait. S'il va à la Convention, son espérance de vie, c'est 3 jours. Et il va mourir sur la guillotine, pas glorieusement, bien sûr, dans les jours à suivre. Il le sait, il n'a pas le choix. Parce que la Convention, le 3 avril, justement, décrète qu'il est un traître, le met hors la loi. C'est le début, dites-vous, d'une chasse à courre sans exemple dans l'histoire de France.
Oui, c'est la première fois, je crois, que la tête de Dumouriez, la tête d'un homme, par l'État, est mise à prix, mort ou vif. On se croirait chez les Indiens du Far West dans les années 1880, quoi. Enfin, pas en France, évidemment. Hein. Voilà, une tête mise à prix comme un vulgaire gangster. Et c'est ce qui va pousser Dumouriez donc à s'enfuir chez les Autrichiens avec le fils du duc d'Orléans, le futur Louis-Philippe, le 5 avril 1793, tandis qu'à Paris, dans les semaines qui suivent, tous les amis de Dumouriez sont les premières victimes de la terreur. Votre ami Dumouriez est passé aux Autrichiens, or vous l'avez protégé. Vous êtes donc un traître. La Commune de Paris a dénoncé 22 traîtres qui siègent parmi nous. Je demande leur arrestation immédiate. Donnez un verre de sang à Couton, il a soif. Je demande que cette liste puisse être lue sur le champ. Barbaroux. Bertrand. Birotteau. Boileau. Brissot. À mort. Uzo. Et c'était l'arrestation et l'exécution des Girondins entre le 31 mai et le 2 juin 1793. Les Girondins, victimes, comme le duc d'Orléans, d'ailleurs de leur amitié pour Dumouriez, c'est une conséquence. En fait, c'est en ça que c'est un tournant. Cet homme est ce que la Convention a appelé une trahison, parce que c'est le début de la Grande Terreur. Il y a eu les massacres de septembre 92, mais c'était pas organisé. Il y avait une vague spontanéité. Là, c'est l'État qui décide de se débarrasser des amis de Dumouriez, alors qui est accusé d'être traître. Lui, il est parti, il est loin à ce moment-là, mais ça a été terrible les conséquences de ce qu'on a appelé justement une trahison. C'est effectivement le début de la terreur, de la vraie terreur, qui commence par cet épisode, l'exécution des Girondins, c'est-à-dire de tous ceux qui ont eu un rapport avec Dumouriez, proche ou même superficiel, et qui sont tous accusés, comme lui, d'être des traîtres. Et ça permet là aussi de remettre en perspective peut-être le mot trahison. On est dans une époque où les mots n'ont pas forcément le sens qu'on leur donnerait, nous, aujourd'hui. Trahison devient un mot, traître devient un mot qui est employé systématiquement pour désigner tous ceux qui sont contre le tour pris par la Révolution. Alors il est assez facile d'être traître dans ces circonstances. Ça ne veut pas dire qu'on ait pour autant trahi son pays. Dumouriez avait un projet politique, il avait des amis qu'il avait, mais qui avaient moins de courage que lui peut-être, qui n'avaient pas sa position militaire d'autre part, qui donc n'ont pas eu en avril le même comportement, mais ils sont rattrapés par ce mot traître, complice de Dumouriez. Et puis, au fur et à mesure que la Révolution avance, un complice de Dumouriez, de Lafayette, du duc d'Orléans, et tous les uns après les autres vont se trouver accusés de cette complicité. Ce qui, nous, aujourd'hui, 200 ans après, peut quand même nous laisser perplexes. Oui, mais quand même, Jean-Pierre Bois, vous n'êtes pas d'accord avec le mot de traître, qui a été employé, évidemment, par la Convention. Mais, certes, d'abord, il veut faire un coup d'État. Bon, il rate, en 2 jours, il voit bien que c'est fichu, etc. Mais ensuite, il livre les envoyés de la Convention aux Autrichiens. Et surtout, après avoir quitté, justement, les rangs de l'armée française, parce qu'il avait raté son coup d'État, il va se mettre au service de pays étrangers en guerre contre la France. On va le retrouver, parce qu'il a encore vécu 30 ans, mais on va le retrouver immédiatement après sa défection, appelons-la comme ça si vous voulez bien, mettre ses talents, parce que c'est un grand général, et tout le monde le sait, au service des Anglais, au service des Prussiens, au service même des Espagnols en lutte contre Napoléon. En 93, il n'est pas question là des Espagnols. Plus tard, mais... Oui, en 93, lorsqu'il passe dans le camp autrichien, les Autrichiens refusent ses services. Il est proscrit, il est chassé, non seulement pourchassé par la Convention, mais il est chassé par les Autrichiens. Il échoue à Hambourg, un territoire neutre. Ce n'est qu'à partir de 1804 qu'effectivement, là, oui, il passe au service de l'ennemi. Mais en 1804, c'est-à-dire qu'il a ajouté 10 années après 93 de déconvenues terribles, de refus de la France de le laisser rentrer. C'est son pays qui ne veut plus de lui. Mais pourquoi on aurait pu imaginer que Napoléon le fasse revenir? Et plus tard, après Napoléon, parce qu'il a vécu, alors c'est extraordinaire, il a vécu 84 ans, ce qui à l'époque était un exploit. Il est mort en 1823. Donc on aurait pu l'imaginer revenir sous la Restauration. Pourquoi est-ce que Louis XVIII n'a pas fait appel à lui? Ils ont tous des bonnes raisons. Le Directoire n'a pas voulu du retour de Dumouriez, parce que le Directoire, à partir de 96-97, est en train de mettre en place une Europe, cette Europe assez étrange des républiques sœurs, qui ne répond en rien au projet politique qu'avait Dumouriez. Bonaparte, consul, puis Napoléon, empereur, refuse le retour de Dumouriez, d'une part pour la même raison, politique, le projet politique de Bonaparte en Europe
ne répond pas à la vision de l'Europe qu'a Dumouriez, qui est une vision libérale. Et alors que Bonaparte puis Napoléon font la conquête. En même temps, Bonaparte redoute un général qui pourrait lui faire ombrage. Faut pas oublier que ce qui fait la gloire militaire de Bonaparte, c'est qu'autour de lui, il n'y a pas de concurrents. Les concurrents, Joubert est mort, Kléber est mort, Desaix est mort, Moreau n'est pas un politique, Pichegru non plus. Et Louis XVIII ne voulait pas de lui non plus parce qu'il était favorable à la famille des Orléans. Alors, on pourrait dire au fond, en 2 mots, il nous reste quelques secondes à peine, mais on pourrait dire au fond que c'est une espèce de Jules César qui a franchi le Rubicon, ou une espèce de Bonaparte qui a raté son coup, Dumouriez. Jean-Pierre Bois. Il a raté son coup, si vous voulez. Il l'a tenté trop tôt, je crois. La vraie différence entre Bonaparte et Dumouriez, c'est que Dumouriez est un homme de l'Ancien Régime qui tente un coup d'État au début de la Révolution. Bonaparte n'est pas un homme de l'Ancien Régime. C'est un produit de la Révolution. Et quand il tente son coup d'État et qu'il le réussit, premièrement, il est victorieux, mais deuxièmement, la France a 10 ans de révolution derrière elle. Que Dumouriez, lui, il l'a fait trop tôt. Je rappelle donc, Jean-Pierre Bois, que vous êtes l'auteur d'une biographie passionnante de Dumouriez qui vient d'être publiée chez Perrin. Vous avez également écrit 2 autres biographies, celle de Maurice de Saxe et celle du général Bugeaud, paru chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits L'Anglaise et le Duc d'Éric Romer, disponible en DVD chez Fox Pathé Europa. La Révolution française de Robert Henrico et Richard Effron, disponible en VHS chez Gaumont Columbia. Et enfin, un extrait de La Tribune de l'Histoire de 1990 sur France Inter, André Castelot, Alain Decaux et Jean-François Cap, consacré à Dumouriez. Ces références sont disponibles au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Pascal Baldassari, Emmanuel Dupuis, Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric Joseph Julien, et à notre réalisatrice Anne Kobilac.